Paprec, entreprise pionnière dans la diversité en entreprise, est le partenaire de cette saison de Navigante. Un partenaire qui, depuis toujours, a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est dans cette optique que l'entreprise est engagée auprès de la filière d'excellence qu'est le circuit Figaro-Beneteau. Elle est en effet partenaire titre de la Transat Paprec, exclusivement ouverte au duo mixte et qui a reçu le prix Or de meilleur supporter au service du sport féminin lors du Grand Prix du sport business 2025 de la solitaire du Figaro Paprec et du défi Paprec, marchepied vers ce circuit Figaro-Beneteau qui a formé les meilleurs, dont Johan Richomme, double vainqueur de la solitaire du Figaro Paprec, qui, de nouveau sous les couleurs de Paprec, repart pour une campagne de Vendée Globe avec un IMOCA neuf en 2027 et un objectif de victoire en 2028. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Sailors, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Sailors, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, un studio de production de contenu, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur sailors.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Déjà, elle est grande, vraiment grande. Et puis elle en impose aussi par son charisme, son assurance, son rire sincère qui résonne fort. Avec elle dans les parages, on est assuré que ça va bien se passer. Elle est du genre à soulever des montagnes, trouver des solutions à chaque problème, écouter et choyer ses équipes aussi. Parce qu'en plus d'être ultra dynamique et parfaitement pragmatique dans son travail, dont on va parler, c'est une sensible et une fidèle. Elle a noué des amitiés très solides avec Stéphane Candler, par exemple, avec qui elle a tenu à bout de bras le projet K-Challenge Areva pour la Coupe en 2007. Avec le regretté Laurent Bourgnon, avec qui elle a fait de la plongée. Avec Sébastien Coll aussi. Elle est toujours pleine d'attention. Confiez-lui un événement, en général, dans le sport, en particulier, genre les hospitalités sur les 24 heures du Mans, dans la voile, encore plus spécifiquement, comme le Grand Prix de CLGP en France et en Suisse, les hospitalités VIP sur la Coupe de l'América par exemple, et elle va gérer avec une efficacité déconcertante. À force de travail, beaucoup, d'énergie aussi, et d'équipes qui lui sont très attachées. Elle est du genre aussi international. Elle a monté sa société, Valkyria Consulting, travaille aussi bien en anglais qu'en français, a depuis des années un amour sans borne pour la Nouvelle-Zélande. Le marketing, la communication, l'organisation, elle sait. Les grosses machines événementielles, elle assure. Les budgets, les plannings, les plans de com, le management, elle fait ça tout le temps. Plus le défi est grand, plus elle aime ça. C'est une leaduse qui sait porter les autres avec elle. Elle prépare en ce moment assidûment le Grand Prix de CLGP de Genève, dont elle est responsable, et va sérieusement se pencher sur la Coupe de l'Amérique de 2027 parce que, comme à Barcelone, Louis Vuitton lui a confié les rênes. C'est une amoureuse du sport, de la mer, et on est ravis de pouvoir échanger avec elle, surtout quand on sait que ses journées vont à 200 km/h. Stéphanie Nadin est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Stéphanie. Bonjour Hélène, Tout va bien? tout va bien? Assez émue, à l'écoute de ton introduction, je dois dire. Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent, pas justes? Ça serait, très présomptueux, vu, tout ce que tu as dit, de voilà, de dire que oui, ça ressemble effectivement à mon parcours. Voilà, donc je le dis parce que je pense qu'on se connaît bien et ce parcours, tu l'as suivi, aussi. Tu l'as soutenu, à ta façon. Donc voilà, mais ça fait toujours drôle, en fait, quand on parle de soi et qu'on n'y est pas habitué. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblent tes journées en ce moment?
Mes journées sont des longues journées de bureau derrière un ordinateur. Je fais, beaucoup, trop, de calls et de réunions, pour, préparer, ce fameux, Grand Prix, de SailGP, à Genève. Je fais beaucoup de feuilles Excel aussi. Évidemment, c'est le nerf de la guerre pour pouvoir, gérer toute la planification, d'un événement parce qu'on est, confronté à des problèmes, de budget, on est confronté à des problèmes de planning. Et puis après, on a toute une dimension, de gestion avec les autorités, locales, qui est très, riche et très intéressante, mais qui est aussi, voilà, très, pointilleuse à beaucoup d'égards. Voilà et il faut pas faire d'erreur. C'est tout l'enjeu avec tout le niveau de détail, autour de ce type d'événement. Préparer un événement comme, celui-ci, ça veut dire, combien de mois de préparation? Ça veut dire combien de personnes, autour de toi? Alors, on prépare ces événements, maintenant, quasiment 1 an à l'avance. Dès qu'on a terminé, une édition, on se met assez rapidement, sur la suivante, parce que c'est ce temps qu'il faut pour arriver à tout faire, dans les temps et donc outre, une équipe, locale qui est assez, restreinte, finalement parce que je m'appuie essentiellement sur une agence d'événementiel, qui m'accompagne depuis quelques années qui s'appelle Milestone, et quelques membres, on va dire, fidèles comme un responsable, nautique, qui s'appelle Jean-Pierre de Zibental notamment. On a toute l'équipe de CLGP, et toute la puissance en fait de cette organisation qui est basée à Londres derrière nous. Voilà, mais évidemment tous ces gens-là font beaucoup de choses, à la fois puisqu'ils gèrent, presque 14 événements, en même temps, Dans le monde? heu, dans le monde, voilà. Donc ils ont pas toujours, le temps de parler, de Genève au quotidien, mais bon, on arrive à s'organiser. Et donc ça veut dire toi, concrètement, qu'on comprenne bien, alors je schématise très, très grossièrement, ça veut dire que, Russell Coutts, il dit: «Bon, bah, Stéphanie, voilà, je te donne les clés du camion pour Genève, fais en sorte qu'on puisse arriver, poser nos valises et que tout se passe bien?» Alors, Réfléchir finalement. oui, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça, mais il y a, voilà, il y a beaucoup d'intermédiaires évidemment, tu Bien t'en sûr. doutes, entre Russell, et nous, mais moi, j'ai eu la chance de commencer sur CLGP en 2019, quand le circuit, a débuté et on était beaucoup moins nombreux qu'on ne l'est, aujourd'hui, bien sûr et c'est vrai qu'au début, c'était beaucoup plus, ça. Maintenant, c'est une grosse organisation. Donc voilà, il y a un petit peu plus d'intermédiaires, mais oui, on est les garants, que ça se passe bien, localement et notamment sur des marchés comme la France, où je pense à ma collègue, espagnole, où il y a quand même ce besoin de lien local, de parler la langue, bien sûr et de bien connaître aussi, on va dire, cette façon de penser qui n'est pas forcément la même que celle des anglo-saxons. Voilà. On va évidemment, y revenir, mais quand même là, comme ça, entre toi et nous, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est excitant et qu'est-ce qui est flippant dans ce genre de défi-là? Que tu connais bien, c'est sûr, mais est-ce qu'il reste, des petits trucs d'appréhension et puis, qu'est-ce qui continue de t'émerveiller, voilà, qu'est-ce que tu continues de trouver génial? Alors sur ces événements, c'est vrai on est toujours, attiré par, le challenge de faire encore mieux que ce qu'on a fait, la dernière fois. On se dit toujours, souvent: «C'est terminé, je le referai plus jamais, voilà, ça suffit maintenant», et puis pour une raison que j'ignore, on finit par remettre une pièce dans la machine et on y retourne. Et pourquoi on y retourne? Parce qu'on se dit que, bah, comme on l'a déjà fait, forcément ça va encore mieux se passer, pardon, la prochaine fois. Donc on est plus ambitieux, on se rajoute des challenges, voilà, donc on construit des tribunes plus grandes, par exemple, qu'on doit remplir, bien évidemment, donc il faut faire plus de marketing, il faut continuer d'avoir un bâton de pèlerin qui permet de convaincre et d'embarquer un maximum de monde. En fait, c'est une sorte de dépendance, quelque part à une forme d'adrénaline, qui nous pousse, toujours, à recommencer encore et encore. On sort souvent des événements, un peu épuisés, même si on est content parce que ça s'est bien passé. Il y a une satisfaction finalement à voir les choses se réaliser, ça c'est indéniable.
C'est pour ça qu'on fait ce métier. On aime bien voir, les choses se passer, les sourires des gens et puis, bah, voilà, comme tout le monde, se satisfaire d'un travail accompli, avec succès. Mais, voilà, on se dit, «On arrête, on va plus le faire, c'est trop fatigant, c'est trop compliqué» et finalement on y retourne. Donc, voilà. C'est quoi l'angoisse de c'est quoi tes angoisses? Est-ce que tu as des angoisses d'ailleurs? Ah oui, oui, je j'arrive toujours à un moment dans l'année où je commence à faire des cauchemars, à me réveiller en plein milieu de la nuit, à me dire: «Oh, j'ai oublié ça», enfin voilà, c'est normal, c'est des petits stress, sur des choses, mais j'ai pas de grosse angoisse à partir du moment où j'arrive à m'entourer des gens qui sont compétents et en qui, j'ai confiance, sur, les sujets. Là où je m'angoisse, en fait, c'est quand je n'arrive pas, pour des raisons diverses et variées, hein, qu'elles soient, budgétaires, ou autres, à avoir les bonnes personnes, au bon endroit. Voilà, parce que je suis, je pense compétente pour comprendre beaucoup de choses, avec le parcours que j'ai eu. Mais c'est pas mon métier de tout faire. Voilà, je suis pas technicienne, je suis pas, enfin, comme je dis souvent, je suis pas magicienne non plus. Mais, c'est vrai que voilà, on a toujours pas ce syndrome de l'imposteur, mais, de se dire, voilà, moi c'est pas mon métier de savoir, je sais pas, par exemple, comment on va brancher, les câbles électriques. Voilà. Donc, si je suis pas, accompagnée comme je le souhaite, ça peut me créer un stress très important. Voilà. Est-ce que tu te définirais comme un chef d'orchestre? Oui, 100. C'est mon rôle. C'est un bon, je pense que c'est un bon mot et je sais pas si tous les chefs d'orchestre savent jouer, du piano, du violon, des cymbales, de la trompette, je suis pas sûre. Mais par Heu contre, ils savent faire en sorte que tous ceux qui savent jouer, du trombone, du piano et du violon, jouent bien ensemble. Exactement, exactement. C'est ça le but. Stéphanie, comment est-ce que ça a commencé ton histoire, allez, ton histoire déjà et puis, ton histoire d'amour avec la mer et la voile? J'avais un papa qui était passionné, de nautisme, pour le coup de bateaux à moteur. Alors moi, je viens pas de la voile, donc c'est très rigolo, mais voilà Oh là là, et crois! Les diables, pas toi moteur, attention! oh là là, va des rétros Satanas et beh, ouais, en fait, je me souviens, j'étais pas grande, le salon nautique de Paris avait encore lieu au CNIT, à l'époque, à La Défense et je me souviens gamine, sur ses épaules, aller visiter, le salon nautique avec les voiliers, avec les mâts qui étaient au milieu du salon parce que c'était le seul endroit qui était assez haut pour mettre les mâts des bateaux. Donc déjà j'avais compris, petite, c'est voilà, les contraintes techniques faisaient que. Et puis ça a commencé comme ça. On a toujours eu des bateaux et j'ai eu la chance de passer mes vacances, souvent, sur la mer, sur l'eau et j'ai développé, je pense, une affection, particulière pour la mer, d'une manière générale. Donc je fais beaucoup de plongée bouteille, aussi, c'est une de mes passions et puis, voilà, j'ai fait une école de commerce, je savais que je voulais travailler dans l'événementiel, c'était mon truc. Heu, Mon grand truc, c'était d'organiser les voyages, pour les autres étudiants. J'adorais ça, en fait, je Oui, alors passais attends, on va quand plus même de temps à préciser ça. parce que tu le dis assez rapidement. Effectivement, tu as fait des études de marketing, j'ai noté ça, Ouais, lycée D, école de business et de marketing. Alors je lisais que, tu as étudié aux États-Unis à Santa Monica, c'est ça? ouais, Et tu étais présidente du, Student Event, Association, quoi. Donc effectivement, voilà. tu fais ça, tu organisais déjà des choses avec pour eux? Ouais, c'est ça. Ça me faisait, je pense que ça me faisait plus marrer, d'organiser des trucs pour les autres que d'aller en cours et de présenter, les comptes annuels du bureau des élèves, au directeur de l'école. Heu, voilà. Et de lui expliquer pourquoi c'était bien de faire ça ou ça, pour l'image de l'école. Voilà, donc c'est une vocation, je pense, qui m'est venue assez tôt et quand j'étais dans cette école de commerce, j'ai participé à une régate étudiante qui s'appelait, le Trophée des Caraïbes, qui était organisée par le SC Rouen. Et puis à l'époque, il y avait des skippers, qu'on connaît, très bien encore, aujourd'hui, qui étaient, sur chacun des bateaux. Donc, il y avait Franck Hamas, il y avait Loïc Perron, il y avait Jean-Luc Vandened. Et puis avec mes copains de promo, on a monté un bateau, on a trouvé des sponsors et puis, bah, on s'est retrouvés avec Jean-Luc Vandened à faire, une semaine, de courses, dans la Caraïbe, voilà.
Donc c'est là que j'ai compris que j'étais très, très, très malade en bateau, à voile notamment. Mais c'était pas grave, ça me plaisait quand même, j'étais quand même contente d'être là. Voilà, on a développé, une sorte de voilà, d'affection pour le sport d'une manière générale. Et puis, je me souviens qu'à la fin de cette semaine, j'ai demandé à Jean-Luc, j'ai dit: «Dis donc, tu sais, moi j'aime bien, j'aimerais travailler dans l'événementiel sportif et cetera, mais alors du coup là, ce que je viens de vivre, c'est absolument génial, je voudrais bien travailler dans l'événementiel, mais dans la voile». Et Jean-Luc m'a dit: «Ouh là là, c'est un tout petit monde, tu sais, les places sont chères». Ah! Bon, bah, d'accord, bon, bah, j'essaierai quand même et puis on verra bien, on se reparlera sûrement, j'espère qu'on se reverra. Et puis bon, ça s'est terminé comme ça, chacun a fait son chemin. Moi, j'ai terminé mes études, et puis, je suis partie, pendant 1 an, à Londres, heu, où, je voulais absolument travailler dans le milieu, anglais, du nautisme, qui est un milieu qui est assez riche avec beaucoup de marques, beaucoup de voilà. Et je voulais travailler encore une fois dans la mer, le bateau et cetera et cetera. Et je me suis retrouvée à travailler pour une photographe de mer qui s'appelle Cos Evans, qui cherchait quelqu'un pour l'aider sur son site internet, et cetera et cetera. Et puis, bah, de fil en aiguille, donc je me retrouve à travailler dans cette agence, d'images, de mer et cetera. Puis je vois plein de photos et puis elle m'explique tout ce qu'elle a fait et puis elle me parle de la Coupe de l'América. Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être, À mais ce point-là? ça avait l'air magnifique. Les photos étaient incroyables, donc ça avait l'air très, très chouette. Et puis un jour, elle me dit: «Bon, bah, j'ai fait un livre fantastique avec une couverture en fibre de carbone, c'est une piece of art, une œuvre d'art. Il faut absolument que tu ailles le présenter à la presse sur les salons nautiques d'Europe». Alors évidemment, me voilà partie sur les salons nautiques d'Europe, et puis toute contente à un moment donné de me dire: «Chouette, je vais au salon nautique de Paris, je vais comme ça, je vais passer voir mes parents, c'est super». Et donc je vais passer 1 semaine à la maison. Donc je commence à faire ma promo et cetera. Truc totalement improbable, le bouquin se retrouve chez Thalassa. Heu, la chance du débutant, je ne sais pas. Enfin bon, voilà, on a fait, des très, très belles, piges, presse, à ce moment-là. Et puis là, je rencontre, un jour sur un événement, un monsieur qu'elle m'avait, mise en contact, avec, hem, qui s'appelle Stéphane Candler. Et donc ce monsieur, je devais le voir parce qu'il devait lancer une équipe, pour, la Coupe de l'América. Et donc voilà, il était, bienvenu et sympathique, peut-être de venir présenter, le livre, à l'occasion de son événement. Et donc je rencontre le fameux Stéphane Candler et la première chose que je lui dis, en le voyant, c'est: «Ah mais je vous imaginais pas du tout comme ça, je pensais que vous étiez petit, gros, avec des lunettes et que vous étiez très vieux». Voilà. Et donc ça a marqué le ça a marqué le point de départ de ma carrière dans la Coupe de l'América. Voilà. Donc j'ai jamais vendu ce livre à Stéphane Candler, qui, m'a proposé, à la fin de la semaine du salon nautique de Paris, de m'embaucher, de m'embarquer avec lui dans l'aventure de la coupe. Voilà. Bah, alors ça, c'est quand même c'est ça, c'est quand même, génial cette rencontre parce qu'on sait, le chemin que vous allez faire, justement sur cette 32e coupe de l'América, effectivement à Valence, et puis il y a aussi eu effectivement la dernière coupe, même si ça a pas été jusqu'au bout pour des histoires qu'on va enfin pour des belles histoires aussi qu'on va sur lesquelles on va revenir. Hem Est-ce qu'à un moment tu doutes, ou non? Tu y vas, tu fonces, tu as quel genre d'âge à l'époque? Tu as une Beh, petite vingtaine d'années à ah l'époque? ouais, mais j'avais 23 ans, je vivais à Londres et je n'ai jamais douté une seconde. C'est-à-dire que je n'avais aucune idée de ce dans quoi je mettais les pieds. Mais ça avait l'air tellement génial, je sais pas pourquoi, je l'ai senti en moi. Je me suis dit: «En fait, on me sert mon rêve sur un plateau. Je vais aller travailler sur un truc qui est énorme». J'avais pas bien mesuré, en fait, tout le truc. J'avais à peu près compris, mais j'avais pas du tout mesuré, tout ce que j'ai appris, par la suite. Mais j'ai jamais douté. Je suis partie vivre à Toulouse, hein, là où étaient installés les bureaux de Cayoting, qui était la société de Stéphane à l'époque. Et je me suis installée à Toulouse où je suis restée, d'ailleurs pendant on est resté pendant 3 ans, avant de partir à Valence. Et on a travaillé de là-bas, avec son papa à l'époque, Ortune Candler. Et c'est là que tout a commencé et que j'ai appris en fait, j'ai appris mon milieu, j'ai appris, mon métier.
beaucoup grâce à Stéphane. Enfin, je le dis, sans, enfin, sans mauvaise, comment dirais-je? Enfin, je veux pas, exagérer la chose, mais voilà, c'est la personne qui m'a offert, ma chance et qui peut-être était inconscient à l'époque dans ce qu'il m'a donné dans les mains. Mais j'en ai fait en fait mon cheval de bataille et cette équipe, c'est devenu, mon équipe et c'est vrai que tu dis: «On l'a porté à bout de bras», on l'a il fallait vraiment y croire pour le voilà, mais je pense que quand on est jeune et qu'on a vraiment envie et qu'on se fait une vraie raison de d'avancer, en fait, on est capable de tout et je pense que moi, j'étais capable de tout parce que ce qu'il m'a laissé faire, à l'époque, à mon âge, c'était absolument incroyable. On peut revenir J'ai justement sur confiance. ce qui t'a laissé faire à ce moment-là, à ton âge, avec cette équipe qui s'appelait K-Challenge et qui est devenue Areva Challenge pour la 32e coupe de l'América. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, j'ai commencé, en fait, par ce que j'avais, fait à Londres, donc toute la partie, relations presse et cetera, parce que c'était un point de départ et puis c'était vraiment la raison du projet. Il fallait le faire connaître et cetera, donc on a beaucoup travaillé, là-dessus et puis, bah, après on a développé toute la partie, marketing, et communication. Qui était ma formation, de base. Mais ça allait, bien sûr, bien au-delà avec, tous ces dossiers de sponsoring qu'on a fait, toute cette dimension, on va dire, commerciale qu'il a fallu, développer, pour, arriver à amener le projet, à Valence. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup de choses, évidemment, derrière lui, qui étaient essentielles, parce qu'on était très peu nombreux à l'époque. Ouais, On travaillait aussi avec Dawn Riley, qui est bien une sûr. femme extraordinaire, une américaine qui a monté ce projet, avec nous et puis, au fur et à mesure des années, petit à petit, je me suis, impliquée, dans d'autres sujets. On a fait cette coupe de l'América, évidemment en 2007, mais après on est parti pour un projet Audimet Cup qui a duré 3 ans, aussi. On a relancé quasiment un autre projet America's Cup, mais qui s'est arrêté quand, Alinghi et Oracle, donc les Américains et les Suisses, dans la coupe de l'América se sont fait la guerre. Voilà, donc ça a été aussi après, une équipe, on va dire, plus classique, dans la voile, dans le TP52, l'Audimet Cup à l'époque et je me suis mise à faire des trucs, assez naturellement, sur de la logistique, sur de l'hospitalité, sur de l'événement. Parce que juste, en fait, ça me plaisait et que je suis arrivée à un moment donné à une overdose de presse, de com, de marketing. J'avais besoin de faire autre chose. J'avais besoin d'évoluer, j'avais besoin de voilà, donc je pense que c'était déjà un peu les prémices, De ce qui allait se passer après, de ce quoi. qui m'a amenée là où je suis, aujourd'hui. J'avais besoin de faire ou de comprendre probablement aussi plus de choses, de faire plus de choses. En fait, j'avais pas cette vocation ou cette envie d'être spécialiste d'un sujet unique toute ma vie. J'avais envie vraiment de grandir dans de la coordination, globale, de projets. Encore une fois, je pense qu'il y a des gens dont c'est le métier qui font ça beaucoup mieux que moi, que ça soit de la com ou de la presse d'ailleurs aussi pareil et moi c'est pas mon j'ai pas envie d'être spécialiste d'un seul sujet en fait et je pense que ça a infusé, très tôt. Voilà. Parce qu'il faut, rappeler à nos auditrices et nos auditeurs, effectivement, moi je me souviens très, très bien de toi, dans ces premières années de coupe de l'América avec, Stéphane Candler et K-Challenge. Alors évidemment, il y avait, Dawn Riley et Stéphane qui étaient les co-patrons, on va dire, de l'équipe. Mais, toi, tu étais là et on avait l'impression aussi que l'équipe, sans toi, ça tournait pas. Enfin, tu étais effectivement à la fois avec, les 2 chefs, tu étais aussi, avec tous les gens qui travaillaient dans l'équipe, avec tous les marins aussi, dont tu prenais soin. Enfin, c'était vraiment, très important. Hem, Tu apprends quoi à cette époque-là? D'abord pour ton métier et puis tu apprends quoi sur toi? Ça te conforte dans quoi? Ça me conforte, que, bah, on n'est jamais trop honnête en fait, alors qu'on peut nous le reprocher. Mais pour moi, la parole donnée en fait, c'est un peu à l'ancienne, certes, mais c'est la clé de tout. Donc quand on dit qu'on va faire quelque chose, on le fait, on va au bout, quoi qu'il se passe. Donc ça a été, vraiment, quelque chose dont j'ai voulu un peu faire ma marque de fabrique. Quand je dis que je vais faire quelque chose, je vais au bout, je le fais et voilà, donc ça a été,
enfin, je pense que ça a été un des gros marqueurs de cette campagne, Areva, Catch Challenge, c'était d'arriver au bout de ce projet en se voilà, en se soutenant, les uns les autres et de comprendre que l'alchimie, d'une équipe, c'est aussi un des premiers facteurs de succès. C'est-à-dire que j'ai observé beaucoup de choses, de l'extérieur, et j'ai compris, que la chose peut-être la plus complexe, c'était d'assembler les personnalités, d'assembler les bonnes personnes pour que le projet fonctionne. On pouvait avoir des personnes, absolument incroyables individuellement, si ça marchait pas ensemble, ça pouvait pas fonctionner pour faire ce qu'on avait besoin de faire. C'est pour ça que je pense qu'après, quand j'ai fait même des projets à plus petite échelle, j'ai compris assez vite que si j'étais pas bien entourée et si c'était pas les bonnes personnes ensemble qui avaient envie de travailler ensemble et d'amener un projet au succès ensemble, ça pouvait pas fonctionner. Voilà. Tu as débuté, cette, aventure America's Cup en suivant Stéphane Candler qui donc t'a enrôlé dans l'aventure, sans savoir du tout ce que c'était la Coupe de l'America. Après cette première expérience-là, donc on est en 2007, tu en ressors en te disant: «C'est quoi la Coupe de l'America alors?» Bah, le c'est quoi la coupe de c'est devenu toute ma vie, en fait. Je sais bien, mais à cette époque-là, justement. C'est devenu toute ma vie. Donc forcément, quand ça s'est arrêté, la grande question c'était: «Ouh là là, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait après?» Parce qu'on sent comme un grand vide. Mais je pense que c'est pareil pour les marins quand ça s'arrête et qu'ils doivent changer de projet et cetera. Mais, ouais, ouais, la grande question, ça a été: «Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en fait?» Et ce à quoi j'avais goûté, cette adrénaline, cette intensité, cette forme d'excellence aussi, parce que c'est Bien quand sûr. même une compétition absolument, incroyable. En fait, j'ai réalisé très tôt que j'étais tombée dans la marmite, magique, très vite quoi, très, très tôt. J'avais eu cette chance et donc que cette chance, il fallait essayer de capitaliser, dessus. Mais à l'époque, j'étais plus jeune et il y a un moment, j'étais aussi tiraillée en train de me dire: «Ah là là, mes copines, elles vont toutes avoir des enfants, elles vont se marier, là là et moi qu'est-ce que je fais? J'ai une vie un peu bizarre». Bon, Avec des horaires décalés où je suis à l'autre bout du monde tous les 4 matins et ouais, où j'ai exactement, exactement et puis, finalement, j'ai continué. On a refait 3 ans, de 10 Cup jusqu'en 2011. En 2011, j'ai essayé d'arrêter, comme j'ai dit, j'ai essayé de me sevrer. J'ai travaillé pendant 1 an à Paris dans une agence de communication, qui lançait à l'époque le crossfit. Alors c'était rigolo parce que c'était un sujet qui était sympa, mais j'étais hyper malheureuse. Je voyageais plus, je voyais plus la mer, en tout cas pas professionnellement et j'étais plus du tout, enfin ou très peu en contact avec ce milieu, où je m'étais construite, où, finalement les gens avec lesquels on travaillait, c'était devenu mes amis aussi. Donc j'étais pas très heureuse et puis, là, miracle, en 2012, j'ai Christine Bélanger, qui était à l'époque la directrice des grands événements de Louis Vuitton, avec qui j'avais créé des liens, à Valence, qui m'appelle et qui me dit, «Bon écoute, je crois que tu es pas très heureuse, tu vas venir avec moi à San Francisco pour la coupe, qui aura lieu là-bas, donc la prochaine, et tu vas t'occuper, des événements spéciaux». Ah! Bon, donc on dit pas non à ça, hein, forcément. non. Donc j'ai donné ma démission et puis, la vie normale et cetera, bon, c'était terminé. J'ai dit: «Je crois que je vais pas y arriver, je vais aller faire ce qu'on me propose». Je suis partie à San Francisco. Ça veut dire quoi juste les événements spéciaux? Peut-être expliquer ce que ça veut dire? Ouais, bien sûr. Alors, je m'occupais de tout ce qui n'était pas, entre guillemets «lié», à la régate en elle-même. Donc toutes les soirées, les dîners, toutes les événements annexes, qui étaient, soutenus, par Louis Vuitton. Voilà. Et donc, c'est vrai que, on avait la chance de faire de très beaux projets, et surtout, j'ai rencontré la vie est faite de rencontres, en fait et donc j'ai rencontré, on va dire, la deuxième personne qui a vraiment marqué mon parcours, qui a C'est marqué Christine. ma carrière, c'est Christine. Donc, en fait, je me rends compte maintenant en regardant en arrière que la vie n'est faite que de rencontres, donc ça, je ne l'ai pas inventé, tout le monde le dit, mais voilà, moi, je suis vraiment capable de dire aujourd'hui quels sont les gens qui ont jalonné, mon parcours et qui m'a vraiment façonné et apporté quelque chose.
Donc ses fans, c'est sûr, bon voilà, tout est parti de là, je lui dois tout. Mais Christine, ça a été aussi une étape extrêmement importante, dans ma vie parce que j'ai appris d'autres choses, avec elle. J'ai appris, ce que c'était que l'excellence et de faire, voilà, tout, au cordeau. Hem et ça et c voilà, c'était une femme malheureusement qui n'est plus là aujourd'hui, qui était absolument extraordinaire, qui avait aussi un amour infini pour la Coupe de l'América, Mmh. hem et qui m'a donné aussi, encore une fois, la chance de faire quelque chose, et j'y ai mis, je pense, tout mon j'y ai mis tout mon soul, tout mon voilà, tout ce que je pouvais, pour pas la décevoir, pour que tout soit parfait. Donc ça a été aussi un très, très gros milestone et c'est elle qui, en 2013, quand on est rentré de San Francisco, m'a dit: «Je crois que tu es prête, je crois qu'il faut que tu crées ta structure, que tu sois indépendante et que tu ailles travailler après avec les gens avec qui tu as envie, mais pas que tu t'enfermes dans un truc, qui va te rendre malheureuse». Et donc c'est là que j'ai créé Valkyria, quand je suis rentrée de San Francisco. Justement, Christine, Bélanger dont tu parles, qui a été, un de tes mentors, disons-le, hein, comme ça. Elle te elle te donne confiance en toi à quel point? À quel point ça a été important d'avoir le regard d'une telle femme, heu, sur ton travail et que justement elle puisse dire d'entendre d'une telle femme: «Vas-y, tu es prête, crée ta boîte». À quel point c'est important ça? Ah bah, ça a été comme une intronisation, en fait. Ça a été comme une bénédiction quelque part. Quand il y a quelqu'un comme ça qui nous challenge, en fait, quelque part en disant: «Bon, bah, voilà, maintenant tu vas créer ta structure». Alors comme ça a l'air super, mais en vrai, ça fait super peur parce qu'on se dit: «Ouh là 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 là, est-ce que je suis capable de faire ça moi?» Est-ce que je suis capable de me lancer sans filet et d'être toute seule? Je sais pas, tu es sûre, que je suis prête vraiment? Voilà, c'est ce genre de questions qui viennent, tout de suite. Mais avoir une femme avec un tel charisme qui encourage, quelqu'un, c'est une bénédiction. C'est un peu la bonne fée qui s'est penchée sur le berceau à un moment donné. Hem Et ça fait tellement de bien d'avoir des gens comme ça, sur son parcours. Il y a eu beaucoup de bienveillance, presque un attachement, enfin vraiment je le dis sans aucune, il y avait presque un attachement maternel en fait, à un moment donné. Donc ça a été très, très fort. Mais encore une fois parce que voilà, c'était quelqu'un qui avait des valeurs que je respectais, qui pouvaient être très dures, mais très dures. Je me suis pris des avoinés, mais des trucs, de folie, mais par contre qui étaient justes, toujours. Et donc je me dis qu'aujourd'hui, c'est ce que j'essaye, toujours de répliquer dans ce que je fais. Voilà, j'essaye d'être juste, en tout cas, être bienveillante quand je peux l'être, et notamment vis-à-vis de mes équipes et des gens, qui se donnent du mal autour de moi, parce que je pense que c'est la moindre des choses pour qu'un projet fonctionne. Voilà, donc c'est cette envie de briller, c'est cette envie de dire: «Ah là là, un jour quand je serai grande, je serai comme elle», et d'avoir des idoles quoi, voilà, tout simplement, parce que c'est important dans la vie d'avoir des gens. Moi, ça m'est venu très tard, je me suis jamais dit, «Bah tiens, je voudrais être, je sais pas, Angelina Jolie ou je sais pas qui. Je voudrais être Simone Veil, j'en sais rien. Ça m'est venu, très tard. Mais oui, oui, à tel point qu'à un moment donné, oui, je me suis dit, «Si un jour je peux, bah oui, j'aimerais être comme elle». On va continuer à dérouler le film et je voudrais faire un petit pas de côté et qu'on parle de la Nouvelle-Zélande, Stéphanie, parce que, on a parlé de la Coupe d'Amérique. Forcément, quand on parle de Coupe d'Amérique, on peut pas s'empêcher de penser à Team New Zealand et à la Nouvelle-Zélande. C'est quoi ce pays pour toi? Alors, j'adore mon pays, attention, hein, c'est Ah beau mais la bien France, sûr! hein, on est tous d'accord. Bon, c'est le plus beau pays du monde, la Nouvelle-Zélande. J'adore ce pays, je le trouve extraordinaire. J'ai eu la chance d'y aller 5 fois et c'est un truc avec les gens, aussi, que je trouve, d'une gentillesse et d'une bienveillance d'ailleurs, incroyable. C'est loin de beaucoup de choses, beaucoup de c'est loin de nous, donc il y a une certaine, déconnexion évidemment qui s'opère, quand on est là-bas. Mais je sais pas, je pense que tout le monde est attaché à un pays ou à un autre.
Moi, quand, j'arrive, à Auckland, il y a une odeur, je sais pas, d'un arbre à fleurs, je sais pas si c'est ça, enfin, je sais que je suis là-bas. Je suis incapable de l'expliquer, je le sens dans l'air, je «Ah, c'est Auckland». Et quand je suis partie, mais ça m'a à chaque fois, ça m'a brisé le cœur. J'avais l'impression que ouais, que je partais d'un endroit où j'aurais dû rester. C'est compliqué à expliquer, hein. C'est beaucoup de feeling, beaucoup de moi, je suis beaucoup dans le ressenti. Je suis quelqu'un de très instinctif, ce qui me peut me jouer des tours, parfois, mais qui me permet de rester aussi fidèle à moi-même, d'écouter un peu la petite voix, souvent. C'est comme ça que je fonctionne beaucoup. Ouais, non, la Nouvelle-Zélande, ouais, c'est aussi, je pense, un idéal par rapport à ce milieu de la Coupe de l'Amérique. C'est le pays de Team New Zealand qui a toujours été un exemple d'équipe, je pense, pour moi, qui l'a été aussi pour Stéphane, hein, on va pas se mentir, voilà. Il y a toujours eu des liens très particuliers et très forts d'ailleurs entre les Ouais, équipes françaises et ouais, les ouais, ouais, équipes ouais. de Team New Ouais, Zealand, ouais, hein. c'était nos voisins, à Valence et on s'est toujours beaucoup, entraidés, en fait. Il Ouais. y avait, depuis très longtemps, il y a une vraie entente, une vraie, entraide. Moi, je pense qu'on peut vraiment le dire comme ça. Et puis j'ai beaucoup d'amis, néo-zélandais, auxquels je tiens beaucoup, que je vois pas tous les matins, bien évidemment. Mais, ouais. C'est quoi cette appétence que tu as et que visiblement tu as eu très tôt, pour, hem, le goût, oui c'est ça, cette appétence pour, le côté international, pour aller travailler à l'étranger, à Londres en l'occurrence, travailler dans la Coupe de l'Amérique en aussi où, bah, c'est quand même très, très international, aussi. Hem, Ça vient d'où ça, cette envie de grand Je et je de je monde? pense, ouais, je pense que ça vient encore une fois de mon papa, que j'en ai parlé beaucoup au début, j'ai eu la chance d'avoir 2 parents extraordinaires et qui sont toujours là d'ailleurs et que j'aime très fort et je les embrasse d'ailleurs parce que c'est grâce à eux aussi que j'en suis là aujourd'hui, parce qu'ils m'ont toujours soutenue dans mes choix et ce parcours un peu atypique et c'est vrai que, bah, oui, mon papa voyageait beaucoup, quand j'étais jeune. Et j'ai compris aussi, très tôt la richesse, qu'il y avait autour de ça parce que quand il rentrait, à l'époque, on avait les projecteurs avec les vieilles, diapositives, donc on attendait, souvent avec, hâte, qu'il ait les diapos qui soient prêtes et qu'on puisse faire les séances, pour regarder, les photos. Alors lui, il était ingénieur, donc il travaillait sur des chantiers de centrales hydroélectriques, de choses comme ça, au Brésil, au Japon, au Moyen-Orient et cetera. Donc on découvrait le monde en fait, à travers ça, à travers lui, à travers ses histoires, à travers ses photos, à travers, tout ce qu'il ramenait dans sa valise. Moi, j'ai des souvenirs gamine où, on sautait dans la malle, il y avait des grandes cantines avec, plein de papiers, à l'époque parce que, bah, il y avait pas les ordis évidemment, donc il partait avec tous les contrats, les machins, les grandes cantines en métal en alu là, dans les avions et puis évidemment, bah, quand il rentrait, bah, il la remplissait avec autre chose. Donc ça, c'était les trucs de gamin, on avait, toujours, bah, tous les petits cadeaux, et c'était toujours un événement. Quand mon papa rentrait, que je l'avais pas vu depuis un mois, voilà. Donc je pense qu'il y a tout ça inconsciemment qui a joué, sur moi et qui m'a donné cette envie d'être comme papa, de voyager, de faire comme papa. C'est vrai que très tôt à l'école, bon l'anglais, voilà, mon truc moi c'était pas les maths, hein, c'est comme ça. J'étais absolument, nulle. Mais bon, bah, l'anglais, ça a été presque naturel. Donc voilà, tout était normal. Donc travailler en anglais, ça a été aussi une ouverture, incontestable, vers toutes ces possibilités et aujourd'hui, les enfants que j'ai dans mon entourage, et cetera, souvent je leur dis: «Mais voilà, tout ce que tu fais là, c'est vachement bien, c'est super, mais honnêtement, travaille ton anglais parce que quoi que tu fasses, de toute façon, ça sera super utile». Donc ouais, je pense que c'est vraiment important, encore plus, je pense à notre époque, cette capacité à pouvoir, communiquer avec n'importe qui en fin de compte, c'est sans limite et ça, ça a été une vraie chance donc I On a beaucoup parlé de la Coupe d'Amérique et puis on va bien sûr continuer et puis on va parler aussi on va reparler de celle GP. On va évoquer les 24 heures du Mans, mais il y a eu aussi, tu as eu quelques petites incursions dans la course au large, Stéphanie. J'ai des souvenirs de Sydney Gavinier, de Sébastien Coll, ouais, 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 j'ai eu la chance,
Alors, c'est vrai que quand on est sortis de la Coupe de l'América, donc Seb, était aussi, donc dans l'équipe, Areva à l'époque et puis, bon, on était vraiment devenus, amis et bah, j'ai essayé de l'aider comme je pouvais, pour sa carrière. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu suivi, son parcours et puis, on m'a proposé, en 2014 de travailler sur le projet d'Oman Sail, qui était un très joli, projet. Et je me suis retrouvée avec Sydney, sur la route du Rhum. Ah, juste avant d'ailleurs aussi sur la Transat Jacques Vabre. Mais la route du Rhum, ça a été une vraie expérience. J'ai eu la chance, j'ai envie de dire, de tomber sur Sydney qui était un personnage, qui est un personnage vraiment, aussi, incroyable, et je pense, enfin, qui est porté par une espèce de force, intérieure, qui m'inspirait tout simplement et je me suis sentie à l'aise, avec lui, en phase, pour porter son projet d'un point de vue presse, et com. Là, je me suis, limitée à ça. C'est le tout début, en fait, de Valkyria et forcément, quand on commence une activité, on retourne plus naturellement vers des choses, qu'on maîtrise, pour pouvoir un petit peu, sécuriser, on va dire, la fondation. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait et bon, bah, c'est tombé sur Roman Sail. Alors c'était de la course au large, oui, mais avec quand même une grosse touche d'international, donc et des commanditaires du projet, évidemment, qui nous parlaient en anglais. Donc c'était pas mal. Ça faisait un bon mix et puis voilà. Puis après, bon, j'ai pas forcément, poursuivi. Je pense que je me sentais moins à l'aise et moins dans l'appartenance, en fait, à ce milieu-là. J'y avais pas forcément de légitimité. Bon, pourquoi tu dis Heu, ça? ouais, je sais pas parce que je pense qu'il y avait des Parce qu'on gens. peut pas dire qu'en 2004, quand tu pars sur la coupe avec Stéphane, il y a de la légitimité puisque tu connais pas le milieu, tu connais pas Ouais, la non, coupe mais et pourtant là, j'étais hein? inconsciente. Là, tu étais plus conscient, d'accord. Là, je pense que j'étais un peu plus consciente, mais non, je sais pas, c'est compliqué de l'expliquer avec le recul, maintenant, mais en tout cas, j'ai pas accroché autant, aussi d'un point de vue, je pense, personnel, Ouais. à ça et comme j'ai besoin, en fait, d'être vraiment impliquée dans quelque chose et de m'y sentir, super à l'aise, je pense que je me sentais pas, vraiment à l'aise dans ce milieu-là. Voilà. C'est quoi les milieux où alors attends, on va plutôt dire ça autrement. Hem, Qu'est-ce qui va faire que tu vas te sentir à l'aise dans un endroit, dans un boulot? Je crois qu'il y a un besoin de légitimité, donc j'aime pas trop, arriver, quelque part sans trop maîtriser, mon sujet. Mais en même temps, j'aime bien montrer que je suis une battante et que je suis capable de faire à peu près tout et n'importe quoi et c'est un peu ce qui s'est passé quand je suis arrivée sur les 24 heures du Mans, quand j'ai, stoppé la course au large. C'est parce que j'ai été recrutée pour ce projet, des 24 heures du Mans. Voilà, donc là, on était en 2016 et j'ai démarré ce nouveau, défi. Pourquoi ça me plaisait? Qui consiste en quoi ce nouveau défi? Alors, ça consistait en la construction et la rénovation d'un étage complet de l'Automobile Club de l'Ouest, qui est le bâtiment du siège du circuit, pour en faire une hospitalité, payante, ce qui n'existait pas à l'époque dans l'enceinte du circuit. Voilà. Et donc, on est dans le début de tout ce qui est, voilà, l'expérientiel, et cetera, et cetera. Et en fait, en regardant un peu les 24 heures du Mans, je comprends assez vite que c'est des équipes qui marchent à peu près comme les équipes de Coupe de l'América. C'est très international aussi, ça m'a beaucoup plu, direct, heu mais c'est un truc un peu de malade, en fait, les 24 heures du Mans. Enfin, je veux dire, les voitures qui tournent comme ça pendant ils sont complètement Mmh. barrés. Donc voilà, mais je sais pas, ça c'est un milieu qui m'a inspirée, qui m'a attirée et comme quand j'avais commencé dans la Coupe de l'América, j'y connaissais rien du tout. Mais alors rien, voilà. Donc j'ai repris tout le truc, du début et j'ai recréé cette histoire un petit peu que j'avais, vécue, sur, la Coupe de l'América. Et donc on a créé ce projet qu'on a développé, qu'on m'a donné, que j'ai porté à bout de bras et je pense que c'est aussi ça un petit peu comme avec Stéphane qui fait que j'aime ou pas un projet, c'est qu'on me donne un truc et on me dit: «Tiens, tu vas le livrer, tu vas l'amener au bout, débrouille-toi avec». Et là, en général, voilà, je monte mon truc, mon histoire, un petit peu, comme je veux. En tout cas, j'embarque les gens avec moi, pour valider un certain nombre de choses
Mais voilà, c'est ce qui fait que ça me plaît. C'est que je peux être conducteur de travaux, du début à la fin. Ça demande quoi comme, qualité? De l'indépendance, ça c'est sûr. De la résilience, hem, je pense, beaucoup de travail forcément parce que c'est souvent des gros projets qui partent de pas grand chose. De la conviction pour convaincre, aussi des partenaires, de nous accompagner, sur des nouveaux projets, comme ça. J'ai un exemple, j'avais pas assez de budget, donc il fallait que je trouve une façon de pouvoir faire installer, une trentaine d'écrans, gratuitement dans mon hospitalité. Bon, bah, voilà, je suis avec mon petit bâton de pèlerin, puis j'ai fini par trouver. Mais oui, ça demande de la conviction. En fait, j'ai besoin d'avoir des projets dans lesquels je crois et que je vais aller vendre, voilà, corps et âme. C'est un peu ma signature. Mais la coupe, n'est jamais très loin avec toi? Ça, c'est Non, sûr? non, la coupe est jamais très loin, non. Non, non, elle est jamais très loin. Ouais, donc j'ai continué sur les 24 heures. En parallèle, je travaillais sur le circuit GC32 qui était un circuit de foil, qui était super sympa. Et puis, en 2019, Russell lance Salle Grand Prix, donc on démarre sur Salle Grand Prix, à Marseille, à l'époque, pour l'épreuve française. Qui était la finale d'ailleurs, c'est là qu'avait lieu la finale à Marseille. Exactement. Et voilà, donc on fait une première saison. Après, pas de bol, covid, donc on a eu la chance à l'époque, d'avoir quand même Larry Ellison derrière qui dit: «OK, c'est pas grave, on va se préparer pour la saison d'après». Donc on a continué à travailler, ce qui a pas été, le cas de tout le monde, hein, c'était pas évident. Et donc là, on est reparti pour Saint-Tropez en 2021. Donc voilà, nouvel endroit, nouveau challenge, et donc bon, on continue, comme ça jusqu'en 2023. Et puis, là, Stéphane qui s'était arrêté pendant quelques années, qui avait fait un petit peu autre chose, hein, du vin, enfin Du voilà, vin notamment, ouais. se dit: «Tiens, je referais bien, la coupe de l'América. Je crois qu'en France, on est prêt. On arrive dans la nouvelle ère, hein, qui va faire que une équipe française pourrait, tirer son épingle du jeu». Donc ça, c'est son histoire, je vais pas la raconter. Mais il me dit: «Bon, est-ce que voilà, tu reviens dans le projet? On y retourne?» et cetera, et cetera. Alors évidemment, au début: «Ah bah, ouais, ouais, super, on y retourne, génial, c'est reparti pour un tour», et cetera, et cetera. Et puis bon, l'aventure, commence avec Accor, Orient Express, et cetera. Et puis, moi, à un moment, il s'est passé un truc, auquel je m'attendais absolument pas. C'est que Louis Vuitton, qui était sorti de la coupe de l'América, pendant quelques années, décide, en 2023 de revenir. Voilà. Et donc, avec les contacts que j'avais gardés, là-bas, me propose, de pouvoir, retrouver de nouveau, le projet, cette fois, et de le piloter, en interne, comme le faisait, Christine à l'époque. Voilà. Christine qui, nous a quittés, malheureusement, il y a quelques années. Et donc évidemment, je me retrouve dans une situation un peu compliquée, où j'avais dit oui à Stéphane pour repartir, sur le projet. Et cette proposition, qui était finalement celle dont j'avais rêvé toute ma vie, heu, donc voilà, j'ai dit oui, et j'ai expliqué ça en larmes à Stéphane évidemment, en lui disant: «Je t'abandonne, c'est pas possible», et cetera. Et je me rappellerai toujours de ce qu'il m'a dit ce jour-là. Il m'a dit: «Mais tu rigoles ou quoi?» Il me dit: «Mais ça va pas?» Mais il me dit: «Mais je suis super fière de toi, mais vas-y, c'est Mmh. ton moment, c'est maintenant, vas-y!» Et voilà, et donc je suis partie, sur, l'édition de Barcelone, aux commandes du projet pour la maison. Et alors, on va évidemment, en parler. J'aime beaucoup cette bienveillance aussi de Stéphane, à ton égard. J'ai du coup plein de questions qui me traversent l'esprit. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre. La première, c'est: qu'est-ce qui fait qu'on vient te chercher comme ça, Stéphanie? Je pense que je suis spécialiste d'un sujet qui est très précis.
Donc il y a une forme de comment dire? Oui, voilà, enfin, L'expertise? d'expertise, c'est le mot, hein, sur un sujet en particulier, en France notamment. Voilà, donc j'avais gardé des contacts dans la maison, donc forcément, bah, c'était intéressant parce que je connaissais aussi, l'histoire, de la maison dans l'America's Cup. Hem, voilà, donc il fallait un peu toute cette mémoire, il fallait un peu toute cette connaissance, du milieu pour faciliter les choses, les contacts avec les uns, les autres, qui permettraient de, voilà, de redémarrer, tout de suite, très rapidement avec une confiance, dans le travail. Quand il y a Grant Dalton, qui dit, à Louis Vuitton, «Ah bah, c'est super, bah, si vous avez Stéphanie, bon, bah, très bien, impeccable, vous êtes tranquille, quoi». Bon, moi, j'avais rien demandé, hein, mais voilà, quand il y a quelqu'un de ce niveau-là qui dit ça, bah, on est bien, forcément. Donc Tu nous détailles ce que ça veut dire justement de travailler pour Louis Vuitton et de piloter le projet Vuitton sur la coupe? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? bah, il faut un petit peu de, comment dire? C'est D'humilité ce qu'on te parce que, demande aussi, voilà. il Mmh. y a beaucoup d'apprentissage, aussi à faire, en interne. C'est une maison qui a des codes qui sont très précis. Moi, j'y avais, travaillé à travers un projet, aux États-Unis, sous la houlette, de Christine. Donc j'avais, on va dire, une certaine, enfin, j'avais une exposition qui était limitée. Quand on est en 1re ligne, forcément, on est, dans une maison où on parle d'excellence, au quotidien. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc il faut être précis, dans ce qu'on dit et être vraiment spécialiste, de son sujet. Donc ça, ouais, ça demande une vraie rigueur et je pense qu'on s'ajoute une pression, supplémentaire quand bien même on maîtrise son sujet, quand bien même on a un avis sur beaucoup de choses parce qu'on connaît, les gens du milieu, on connaît les sujets. Voilà, on a vraiment, besoin aussi de s'identifier à la marque et de porter, les sujets, de la manière, la plus rigoureuse possible en leur nom. Donc c'est un autre exercice, que de travailler pour une équipe, sportive. C'est pas du tout la même chose. Là, on doit Oui, ça, c'est défendre c'est ça qu'il faut peut-être expliquer aussi, des c'est que toi, intérêts. ton boulot Ouais. c'est pas, c'est pas dans l'organisation de la coupe d'un point de vue sportif. Non, non, pas du tout. Moi, j'accompagne vraiment, la marque dans, on va dire, toute la réalisation, de ses droits, sur le sujet, de la coupe de l'América. Voilà. Donc ça va, de la communication, au branding, au sujet d'hospitalité, de tout ce qui est réceptif, pour les clients, pour la presse. Voilà, tous les événements, qui sont un petit peu, annexes, aussi, qui peuvent être même des événements culturels, quand on sort un livre sur le sujet, par exemple, ou d'autres choses. Voilà, donc on est, la marque Louis Vuitton est très, proche et très attachée à la coupe de l'América. Ça fait 43 ans, que l'histoire, elle dure. C'est une belle histoire, c'est une des plus vieilles histoires, de l'histoire du sponsoring sportif. Donc il y a un héritage qui est puissant, en interne et il y a une vraie fierté. Parce que la voile, nous, on en parle tous les jours, toi et moi, on a l'impression que c'est le truc le plus énorme de toute la terre, que c'est absolument, voilà, tout le monde s'y intéresse. En fait, c'est quand même, un sujet, Une niche. un peu niche, on va pas se Oui. mentir. Surtout quand on voit que maintenant, voilà, ils font sponsors de la Formule 1 et cetera. Mais il y a un attachement en fait, à cet événement qui est totalement, atypique et hors du temps, qui est très fort et donc en fait, on est garant aussi d'une certaine mémoire, même s'il y a un accompagnement maintenant pour la modernisation, qui était nécessaire, hein, de cet événement. Donc ça, c'est bien. Tu as des anecdotes à nous livrer, à nous raconter de moments forts, de moments saugrenus, que tu as pu, vivre? Là comme ça, il fallait que je la prépare celle-là.
Non, mais ouais, j'ai vécu des moments, j'ai eu la chance de rencontrer des gens absolument incroyables et en intro, tu parlais de Laurent Bourgnon et moi, ce que je retiens, surtout de ma carrière et de ce que j'ai fait, c'est les gens, en fait, que j'ai rencontrés. Parce que il y a que ça qui reste finalement, à la fin et Laurent, ça a été quelqu'un qui, à un moment donné de ma vie, a été présent pour me dire: «Attention, il y a pas que le boulot dans la vie. Regarde ce qui se passe, autour, profite des gens que tu aimes». Et j'ai eu la chance de le côtoyer pendant plusieurs années, vraiment en tant qu'ami, hein. On travaillait pas ensemble, avec sa famille et quand je vois son fils, aujourd'hui, je suis Mmh. Basile? tellement heureuse quand je vois Basile, ça me fait tellement plaisir que voilà, mais c'est plus d'avoir la chance d'avoir pu croiser, des gens comme ça que je retiens. Tout comme, je me suis retrouvée, à 20 ans sur un bateau avec Jean-Luc Vandenesse, un truc totalement improbable. Je n'avais aucune idée de qui était ce monsieur, en fait. Mais maintenant quand je le regarde avec toute la connaissance que j'ai de la voile, je me dis: mais quelle chance j'ai eu, mais de tomber sur lui en particulier, quoi». Et alors justement, quels sont les rêves ou les envies qui n'ont pas encore été, assouvis, réalisés? Gagner la coupe de l'America pour de vrai? Pour des Français, tu veux dire? Ouais, je sais non, honnêtement, je sais pas, mais j'ai toujours cru, dans le fait que j'avais une bonne étoile, donc on va continuer d'y croire et puis, on verra quand, la prochaine, le prochain challenge va se Va présenter. se présenter? Faut savoir dire oui et pas, et pas, refuser parce que des fois, il y a des occasions qui se présenteront pas et c'est un peu toute l'histoire de ma vie, en fait. Ça, c'est vrai, c'est ce qui ressort, c'est vrai, hein. C'est d'avoir fait des choix, en disant: «Ah, ouais, ça, il faut faire». Bah et est-ce que d'avoir été, enfin d'être plutôt, une femme, ça a été, de temps en temps un frein? Est-ce que ça a été ça a été source de complications? Je vais être honnête, je l'ai jamais ressenti. Alors je sais que ça peut être bizarre ou choquant de dire ça, voilà, peut-être que j'ai eu de la chance, j'en sais rien. Je suis pas capable de l'expliquer. J'ai jamais mal vécu, le fait, d'être une femme ou d'être pa part enfin d'être je sais pas, de pas avoir arrivé là où je voulais arriver parce que j'étais une femme, en tout cas. Je l'ai jamais ressenti. Alors peut-être parce que, je sais pas, hein, j'ai un caractère, très fort et je pense que ça joue sûrement, hein, voilà, je me suis jamais laissée marcher, sur les pieds donc voilà, peut-être un petit peu grumpy, comme on dit en anglais, des fois. Mais non, moi je l'ai jamais ressenti comme ça. J'ai plutôt toujours, pensé que j'avais de la chance d'être une femme, parce qu'il y avait des choses que j'arrivais à mieux faire passer grâce à ça. Des messages, des voilà, des peut-être avec un petit peu plus de douceur, avec un petit peu plus de diplomatie, ce qui moi me demande beaucoup d'efforts parce que je suis pas la plus grande diplomate de la terre. Mais je me suis toujours dit que quand tu étais une femme, ça passait un peu mieux. Voilà, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais vécu le truc, au point de me dire: «Oh là là là, si j'étais un homme, ça aurait été plus simple». D'accord, donc on va pas chanter la chanson de Diane Tell, «Ah si j'étais un homme» quoi, donc non, Non, pas non, besoin. non, non, pas celle-là. Puis on va pas chanter tout court en fait, c'est ça que tu es en train de me dire? À quoi vont ressembler les prochaines semaines, les prochains mois? Ah bah, les prochaines semaines et les prochains mois, vont être très actifs, sur, le sujet CLGP parce que, il y a ce Genève qui s'approche, de À plus en grands pas. plus, hein, voilà, Mmh. c'est, mi-septembre, donc là, on est quasiment dans money time, comme on dit chez nous. Là, il va falloir, mettre les bouchées doubles. Donc ça va surtout, voilà, être, comme ça, pendant encore quelques temps et puis en parallèle, de ça, parce que évidemment, j'ai 2 activités, on va préparer évidemment, la prochaine épreuve, qui est la première régate préliminaire, de l'America's Cup qui va avoir À lieu à Cagliari. Cagliari. Voilà, donc ça va être, la première étape, dans la route, vers, 2027 puisque la coupe en elle-même aura lieu en 2027. Donc pour le coup
est-ce que tu arrives à respecter, ce que Laurent Bourgnon t'avait dit, que, il y a pas que le travail dans la vie? Est-ce que tu arrives à t'octroyer des petits moments, pour toi et à y mettre ta vie perso? Alors, c'est pas toujours évident, on va pas se mentir. Oui, Bien parce que qu'on sent l'investissement dingue que tu as ouais, et l'amour ouais. dingue que tu as pour ton travail. J'ai, j'essaye, en tout cas, j'ai fait des progrès. Ça, j'en suis persuadée et je pense que, de là-haut, s'il m'entend, bon, il rigolerait bien, ça c'est sûr, mais il pourrait pas dire que j'ai pas fait des progrès. Voilà. Oui, Donc j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi, qui comprennent ma passion, pour ce que je fais, et l'importance que ça a pour moi et voilà. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de chance d'être entourée, par les bonnes personnes et voilà. Donc voilà, je fais beaucoup de sport, parce que c'est ce qui soigne mon mental, le mieux possible. Voilà et puis, en fait, j'ai commencé à m'intéresser alors, je sais pas si c'est un peu la mode en ce moment parce que tout le monde en parle, mais, j'ai commencé à m'intéresser, en fait, à l'apnée, l'année dernière et j'ai trouvé une source d'intérêt, très, très forte, pour canaliser, mon esprit et me donner envie de faire d'autres choses que de travailler, en fait, tout simplement. Donc je fais beaucoup, voilà, je fais beaucoup d'apnée et de yoga maintenant et j'ai l'impression que plus j'avance, plus ça m'aide, et plus ça me transforme, intérieurement. Donc j'espère que, voilà, peut-être, qu'il y aura une prochaine aventure qui sera, liée à ça d'une manière ou d'une autre, à un moment donné. Mais en général, c'est parce que je m'intéresse à des sujets qu'après, spontanément, ça m'attire, au-delà. Donc on verra, je sais pas. En tout cas, ça me plaît beaucoup et je sais que c'est ouais, c'est un truc qui est hyper important pour moi d'avoir, quelque chose en tout cas qui soutienne mon esprit. Voilà, parce que sinon on a vite fait de crouler sous la pression et ouais, sous l'énorme poids, que représentent en fait ces responsabilités. Hem, alors on s'en met toujours plus, ça c'est certain mmh. aussi. Moi, c'est un peu, un de mes Puis tu gros aimes bien les défauts. défis quand même, tu aimes bien ça? Oui, j'aime bien les défis, mais un de mes gros défauts, c'est d'être aussi, très, très dure avec moi-même et de me mettre une pression, énorme qui va au-delà, de la normale et de ce qui serait raisonnable. Parce que j'ai beaucoup, je pense encore à apprendre sur, les notions d'échec, sur, qui sont pas forcément toujours des échecs. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal à laisser partir, quelque chose, en me disant, «Allez, advienne que pourra». Non. Beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Mais des fois c'est salvateur. Donc mais ça c'est un truc qui vient avec l'âge. C'est la sagesse, en fait. On se C'est rend ça, pas compte de ça et puis maintenant je me dis: «Ah ouais, je parle comme une vieille, hein». Mais en fait, bah, ouais, parce qu'on pouvait pas savoir avant. On pouvait pas, sans avoir vécu tout ce qu'on a vécu, qui est une chance énorme. Moi, souvent, quand je vois des jeunes et tu sais, ils me demandent: «Mais, tu regrettes pas, machin et tout, parce que tu as un peu fait que ça et tout?» Je dis: «Mais non, jamais. Jamais je regretterai ce que j'ai fait parce que j'ai eu la chance de faire ce que j'ai fait». Donc je peux pas, regretter ça. C'est pas possible. Ça a été une vraie chance et j'en suis hyper fière de ce parcours. Complètement, atypique, mais j'aurais pas pu vivre autrement. J'ai presque envie de d'arrêter là-dessus. J'ai quand même juste une dernière petite question, si tu, repenses à toi, je sais pas, du haut de tes 10 ans, par exemple, si on t'avait dit qu'il y aurait eu ce parcours-là, tu y aurais cru? Qu'est-ce qu'elle aurait dit, la petite Nini? Ouais, je crois qu'elle y aurait cru parce que, ouais, elle rêvait beaucoup. Elle avait beaucoup de tout était possible, en fait. Il y a jamais, sky was the limit. Donc ça aurait pu être, n'importe quoi, faire astronaute, j'en sais rien, je sais pas, mais ouais, non, je crois que la petite Nini, elle aurait dit, «Ouais, c'est vas-y».
Vas-y, essaye, on va voir. Voilà, faut C'est toujours se bien. dire: «Vas-y, essaye, on va voir». Eh ben, on va rester là-dessus. Vas-y, essaye, on va voir. C'est quand même et puis ça te va très bien. Merci beaucoup Stéphanie Nadin d'avoir été, l'invitée de Navigante, d'avoir pris le temps, Merci beaucoup. dans ton emploi du temps, bien chargé. C'était super de pouvoir, t'écouter, nous raconter ce parcours, aussi génial qu'atypique, c'est vrai, ou aussi atypique que génial, avec toutes ces rencontres et puis on va te souhaiter, une bonne coupe de l'América, un bon CLGP quoi et puis de l'apnée surtout entre les 2 pour faire du bien à ta tête. Mmh. Merci Stéphanie. Merci beaucoup, Hélène. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante produit par Sailors. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager et si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Sailors, c'est gratuit et elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur sailors.com. À bientôt.